Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être connectés à ce webinaire sur le sujet de l'opposition. Alors, moi, je suis Emmanuelle Conrad, la fondatrice de Numéro 1 Scolarité. Et donc, comme vous le savez, on fait depuis maintenant plus de 10 ans de l'accompagnement scolaire à domicile. En plusieurs matières pour les enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement. Et on a de plus en plus de demandes des parents d'accompagnement aussi à la maison. Et il se trouve que maintenant, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, l'accompagnement parental et la guidance parentale sont presque une des premières recommandations, on va dire, thérapeutiques pour les enfants présentant un trouble oppositionnel, même avant beaucoup d'autres choses. Donc, en fait, la guidance parentale qu'on vient ce service qu'on vient d'ouvrir au sein de Numéro 1 Scolarité, bah, ça répond à beaucoup de choses. Alors, ce que je voudrais dire ce soir, c'est qu'on va aborder spécifiquement le sujet de l'opposition, c'est-à-dire l'enfant qui s'oppose. Mais Inès Barré, la neuropsychologue que vous voyez à l'écran, qui est la neuropsychologue de Numéro 1 Scolarité, qui va vous faire cette présentation, ne traite pas que les difficultés oppositionnelles. En fait, elle fait de la guidance parentale individuelle, mais sur tout ce qui est interaction parents et enfants. C'est-à-dire dès que le parent perd confiance en ses capacités éducatives, donc vous, parents, si vous êtes stressé, angoissé, que vous doutez de votre manière de faire, quel que soit le sujet, qui est de l'opposition ou pas, ça peut être sur plein de thèmes, dans les interactions avec votre enfant, Inès Barré peut vous accompagner en consultation. C'est important hein, parce que elle va vous le décrire, l'opposition, c'est souvent la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit en fait. Mais souvent, les problèmes, ils sont plus généraux. Il peut avoir une dépression, il peut avoir une phobie sociale, une phobie scolaire, voilà. Donc tout ça, Inès Barré sur tous ces sujets-là, elle peut vous aider. Voilà, ça c'est important, hein. Je voulais vraiment un peu élargir son spectre d'intervention. Donc, pour le webinaire, là, vous êtes déjà une grosse trentaine à être connectés. On ne vous voit pas, mais vous pouvez intervenir à tout moment grâce au chat. Donc, vous voyez, il y a questions-réponses en bas. Vous pouvez à tout moment poser vos questions à Inès. Moi, je ferai le tri entre les questions et je lui transmettrai les questions immédiatement ou je les garderai pour la fin. On va vraiment essayer de répondre à toutes vos questions. Donc la présentation d'Inès dure à peu près 40 minutes et on se donne une grosse demi-heure pour les questions-réponses parce que je pense que vous allez avoir beaucoup de questions sur le sujet. Donc n'hésitez pas, sur la barre en bas de navigation, vous avez Q et R, questions et réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation d'Inès. Voilà. Eh ben, Inès, à toi la parole. Merci. Donc bonsoir à tous. Juste, Oui. oui, Oui, j'ai déjà une question. Il y a un replay du webinaire qui sera accessible, hein. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez évidemment le revoir. super. Donc oui, donc moi je m'appelle Inès Barré, je suis psychologue et en fait j'ai deux spécialités. Je suis spécialisée en neuropsychologie et aussi en thérapie comportementale et cognitive. Donc je travaille effectivement pour Numéro 1 Scolarité, je propose de la guidance parentale, mais aussi j'ai une grosse activité en région bordelaise. J'habite près de Bordeaux. Et j'accompagne les parents, en fait, c'est une de mes spécialités, des parents qui ont des enfants avec des troubles neurodéveloppementaux. Donc, je travaille dans un CMPP, un centre médico-psychologique et pédagogique. Et voilà, je fais des groupes avec des parents et aussi de la guidance individuelle. Donc, aujourd'hui, on a décidé de se centrer un peu sur des problématiques assez redondantes et assez fréquentes parce qu'en une heure, c'est impossible de tout aborder. Mais voilà, l'opposition, comment elle se développe, comment elle se maintient chez un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement. Donc voilà, j'ai voulu commencer cette présentation par cette illustration qui est assez parlante. Euh, Souvent, un comportement est visible, il est bruyant, surtout quand il s'agit d'opposition ou de colère. Et on a tendance
en tant que parent, en tant que professionnel, en tant qu'enseignant, à se focaliser sur ce qu'on observe, ce qui est totalement normal. Mais en général, il y a une fonction, il y a un sens caché à ce comportement. Et l'idée, quand on accompagne les parents d'enfants avec des problèmes de comportement, ben, c'est d'essayer d'aller au-delà des apparences et d'aller voir un petit peu ce qui se cache derrière pour pouvoir intervenir au mieux. En règle générale, alors c'est pas du tout enfin, il peut y avoir d'autres raisons hein, aux problèmes de comportement, mais ça, ce sont les raisons les plus documentées et les plus apparentes. Un problème de comportement, une opposition chez un enfant peut être lié à trois choses en général. Soit c'est pour éviter une situation, une activité difficile. Par exemple, votre enfant a une dysgraphie, il a un problème dans le passage à l'écrit, c'est coûteux pour lui d'écrire, et ben, il va certainement avoir tendance à s'opposer dans toutes les situations où on va lui demander d'écrire quelque chose. Euh, un moment qui fait peur. Un enfant qui a peur du noir. Bon, je vous donne des exemples assez bateaux et assez communs, mais des fois c'est plus complexe que ça. Hein, mais un enfant qui a peur du noir, bah, il va peut-être s'opposer à chaque fois qu'il va falloir aller se coucher parce qu'il n'a pas identifié cette peur, vous non plus. Et en fait, la seule manière qu'il a de pouvoir exprimer son inconfort, bah, c'est de s'opposer et de retarder le moment du coucher. Ça peut être aussi pour obtenir quelque chose de la nourriture, un jouet, de l'attention. Donc ça, je vais bien le développer plus tard dans ma présentation. Un comportement, il a une fonction, mais surtout un comportement, s'il existe, c'est parce qu'il a des raisons d'exister, c'est parce qu'il est renforcé. C'est-à-dire que dans l'environnement ou dans l'attitude qu'on peut avoir face à un comportement, on a peut-être, sans le vouloir, renforcer, fait en sorte que ce comportement existe. Donc, obtenir quelque chose, je vais vous expliquer comment ça se manifeste. Ben, si un enfant, à chaque fois qu'il fait une crise de colère ou qu'il a du mal à gérer ses émotions, on lui donne un carré de chocolat ou on lui donne un bout de pain parce qu'on a remarqué que ça le calmait, ben, il va enregistrer, son cerveau va faire des associations et dire, bah, je sais comment je peux faire pour avoir de la nourriture. Je fais une crise. Voilà. Bon, c'est pas aussi explicite que ça hein, dans la tête d'un enfant, mais c'est comme ça que s'apprennent les comportements. Pareil pour l'attention. Quand un enfant s'oppose, il a beaucoup d'attention sur lui parce que c'est très irritant pour un parent, pour un enseignant, d'avoir un enfant qui s'oppose, qui s'obstine. Donc on met beaucoup d'énergie pour essayer de faire bah, que l'enfant adhère à ce qu'on lui demande. Et ben c'est de l'attention. Et on sait aujourd'hui qu'un enfant, que ce soit de l'attention positive ou négative, est beaucoup en recherche de ça et ne fait pas la différence entre de l'attention positive ou négative. Donc, s'il y a beaucoup d'énergie mise sur les difficultés de comportement ou l'opposition, eh ben, l'enfant va avoir tout intérêt à continuer ce type de comportement qui lui donne de l'attention. Une réaction provoquée. Donc ça, les parents sont souvent assez capables d'identifier, bah, là, il n'a pas réussi à réguler sa frustration, à gérer sa frustration. Donc oui, souvent, la frustration est une émotion qui génère beaucoup d'opposition, beaucoup de colère, alors que on voudrait que ça ne soit pas le cas, mais on sait aujourd'hui que de réguler la frustration, ça arrive très tardivement. Et encore plus quand on a un trouble du neurodéveloppement. Un trouble du neurodéveloppement, ça fait qu'on a des acquisitions qui arrivent en retard par rapport à ce qui est attendu. Et réguler une émotion, savoir se contrôler, maîtriser l'inconfort, ça arrive très tardivement. En général, pour un enfant assez typique, c'est 6 ans. Mais donc, pour un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, c'est plutôt 8 ans. Donc voilà. Ça peut aussi être des choses beaucoup plus physiques, une douleur, un enfant qui, bon, je caricature, mais qui a des chaussures trop petites. À chaque fois que vous allez lui demander, allez, mets tes chaussures, il va s'opposer. Mais peut-être qu'il n'a pas identifié ni vous ni lui que les chaussures étaient trop petites et tout simplement ça lui fait mal. Bon, c'est bête et méchant, mais des fois c'est des choses comme ça hein, qui se produisent. Juste Inès, je pense que nous avons aussi pas mal de parents d'adolescents. Oui, Donc n'hésite pas à donner des exemples aussi chez des plus grands, hein, pas que chez des petits. Oui. oui, bien sûr. Parce que j'ai eu une Oui, oui. question aussi, est-ce que c'est applicable aussi pour les enfants de 16 ans? Voilà, donc Pour la frustration, oui. alors, au niveau développemental, normalement, c'est vers 6 ans hein, qu'on est en mesure de réguler sa frustration.
Après, il y a des ados qui ont des particularités, notamment je pense aux enfants, aux ados qui ont un TDAH. Le problème de régulation émotionnelle, ça fait quand même partie des symptômes les plus invalidants et gênants pour les ados TDAH et leurs familles. La régulation émotionnelle, c'est quand même quelque chose qui s'apprend. On est câblé, on pourrait le faire neurobiologiquement dès 6 8 ans. Mais après, voilà, il y a exception quand il y a un TDAH, par exemple, ou quand l'enfant n'a pas su développer ses capacités de régulation émotionnelle. Réguler ses émotions, ça s'apprend. Et si c'est pas bien accompagné, en effet, bah, à l'adolescence, ça fonctionne pas bien. Après, à l'adolescence, il y a aussi toutes les problématiques autres qui viennent se surrajouter, les bouleversements hormonaux, les bouleversements identitaires, qui font que ben, réguler ses émotions, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et donc, Oui, on peut, juste, je coupe, c'est toujours par rapport à la même question. oui. Tu peux guider des parents d'adolescents dans cette régulation des émotions et de gestion de l'opposition Euh, comme des plus petits. oui, alors la régulation émotionnelle, comme je disais, c'est un apprentissage, donc ça se joue aussi dans l'interaction avec son parent. Euh, Par contre, si on se rend compte que les problèmes de régulation émotionnelle ne sont pas que liés à l'interaction, il va Avec les falloir parents? aussi, avec le parent, il va falloir aussi en complément que l'enfant ou l'adolescent aille voir un psychologue ou un psychothérapeute pour l'aider justement à développer des outils. Et après, en tant que parent, on se saisit des outils et on l'aide à généraliser dans l'environnement dans lequel il évolue. C'est un Mm. peu ça l'idée. C'est complémentaire, surtout dans la régulation émotionnelle. Ça, c'est un thème qui revient assez souvent, mais c'est pas que lié aux parents et à sa posture des problèmes de régulation émotionnelle. C'est aussi et souvent lié à des caractéristiques personnelles et ça doit être travaillé avec un professionnel des émotions, donc un psychologue. Merci. Et si c'est pas repris par le parent, ben, c'est pas en Ça ne une fonctionne. séance chez le psy de temps en temps que ça Mm. va se généraliser dans le C'est un travail quotidien. d'équipe. Mm. Exactement. Mm. Mais de toute façon, alors j'en reparlerai plus tard dans ma présentation, mais alors tu parlais des recommandations de la Haute Autorité de Santé, mais de manière plus générale, aujourd'hui, on sait quand même que les suivis individuels de l'enfant et qui sont décontextualisés, où il n'y a pas de lien ni avec les établissements scolaires, ni avec les autres professionnels, ni avec l'environnement familial, ça a ses limites. Donc Mm. l'idée, c'est vraiment de venir compléter et de venir faire en sorte que tout ce qui est développé personnellement soit généralisé dans tous les environnements. Donc voilà, donc pour Mm. aussi comprendre ce qui est caché, ce qui est la partie invisible du problème de comportement, il faut aussi considérer donc le trouble en lui-même. Donc là, je vous ai mis l'exemple du TDAH parce que c'est un trouble qui me tient à cœur dans le sens où je suis très spécialisée là-dedans, mais je n'accompagne pas que les parents d'enfants TDAH, mais c'est quand même quelque chose que je connais bien. Mais là, c'est assez récent, c'est pour ça que je vous mets cette infographie, mais ça date de 2024. Il y a une étude qui a montré quand même que chez 66% des enfants avec un TDAH, il y a des comorbidités et des comorbidités, c'est-à-dire des troubles associés, qui viennent du coup complexifier la compréhension du fonctionnement de l'enfant, mais aussi la manière d'accompagner. Quand on sait quand même qu'un enfant avec un TDAH a il y en a 60% qui peuvent avoir un trouble oppositionnel avec provocation, donc qui engendre de l'opposition et de la provocation. C'est quand même des données à prendre en compte. Et je parle beaucoup de l'opposition, etc., parce qu'aussi en milieu scolaire, ça peut être une vraie difficulté. Et souvent, c'est l'éducation qui est remise en question. Alors oui, c'est une histoire d'interaction dans beaucoup de cas, mais parce qu'il y a un fonctionnement particulier. Mais du coup, c'est bien de savoir qu'il y a ces diagnostics qui sont posés et qu'il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent être aussi associées. Des troubles du sommeil. Quand on a un trouble du sommeil, qu'on ne dort pas, on ne peut pas réguler ses émotions la journée. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez fait une nuit blanche récemment, mais c'est très compliqué de ne pas être irritable toute la journée. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. C'est souvent sous-diagnostiqué. Un trouble du sommeil, quand on a un diagnostic de TDAH, on doit évaluer le sommeil, par exemple. Ça fait partie des... Voilà, mais c'est pas souvent fait.
On peut avoir des troubles des apprentissages qui viennent compliquer les choses, un trouble anxieux, une phobie sociale, bref, voilà. Tout un tas de choses qu'il faut considérer et surtout, il ne faut pas passer à côté pour comprendre le comportement problématique d'un enfant ou d'un adolescent. Sachant que je te coupe, un Oui, enfant peut tout à fait ne pas avoir de diagnostic de TDAH et avoir tous les autres difficultés que oui. tu as mis autour, c'est-à-dire un trouble du Ah oui, sommeil oui, qui peut entraîner une opposition, un trouble anxieux qui bien peut entraîner sûr. une opposition. Voilà, hein. Mm. Et j'ai pas aussi abordé une chose qui est très importante aussi dans tous les troubles neurodéveloppementaux, c'est les troubles sensoriels. Ça, on le néglige, on associe souvent à l'autisme, mais il y a 70% des enfants avec un trouble neurodéveloppemental qui a un trouble sensoriel. Et quand on a un trouble sensoriel, on a des problèmes de comportement. Et ça, c'est pas systématiquement non plus considéré ou évalué. Quand tu dis sensoriel, c'est Une oui, hypersensibilité au bruit, oui. des problématiques au niveau du toucher, des problèmes d'oralité, beaucoup de choses. Il y a des fois des parents qui relatent beaucoup de difficultés, par exemple, au moment des repas, que les repas prennent un temps incroyable, que l'enfant cherche toujours à s'échapper, à se lever, etc. Donc, ils interprètent ça comme l'agitation, par exemple du trouble attentionnel. Mais il s'avère qu'au final, l'enfant a un trouble de l'oralité, une hypersensibilité oro-buccale. Et du coup, ben, les moments du repas, c'est un supplice. Et ça, c'est pas forcément identifié. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut quand même, dont il faut tenir compte. C'est pour ça que c'est important d'être très bien accompagné par un bon pédopsychiatre ou un bon neuropédiatre qui va avoir une vision un peu globale et va aller chercher le diagnostic différentiel. Mm. Juste une question. Oui. À partir de quel âge minimum on peut poser un diagnostic de TDAH? Il y a un minimum d'âge, c'est 6 ans ou... Alors, non, ça peut être posé avant, mais en général, on reste prudent jusqu'à l'âge de 6 ans. Parce qu'en fait, avant 6 ans, il y a des compétences, notamment au niveau de l'agitation, par exemple. Un enfant à moins de 6 ans qui est très agité, ça peut ne pas constituer un problème, entre guillemets, dans le sens où les exigences sont beaucoup moins importantes qu'à 6 ans, quand on est en CP, qu'on apprend à lire et qu'il faut tenir assis sur sa chaise. C'est l'environnement qui crée le handicap. Si les difficultés fonctionnelles, l'agitation, être un peu dans la lune, sont pas problématiques pour l'environnement, il n'y a pas forcément nécessité de poser un diagnostic avant 6 ans. Par contre, des enfants qui ont des problématiques comportementales, notamment associées au TDAH et qui sont vraiment en lien avec un TDAH, ça peut être posé avant. En général, quand on pose avant l'âge de 6 ans, c'est qu'on pense à un médicament et qu'il y a vraiment beaucoup d'agressivité, de problèmes de comportement. Mm. Il faut toujours se poser la question de pourquoi on pose ce diagnostic, quel est l'objectif derrière thérapeutique en fait, hein. Mm. Oui, le diagnostic en soi. Ok. Et juste une question toujours sur le TDAH, ou enfin plutôt l'opposition en général, mais tu as certainement abordé le thème après. Une personne demande si on a des études cliniques qui montrent qu'il y a une vraie amélioration significative du trouble de l'opposition avec des accompagnements type TCC, psychoéducation. Oui, Voilà. oui, oui. Bah, d'ailleurs pour cette raison que ça fait pas, que ça fait partie des dernières recommandations de la Haute Autorité de Mm. Santé. Donc, je précise ce que tu avais dit en début. Ça fait partie du traitement de première intention Bien sûr. maintenant, la psychoéducation. En Mm. fait, c'est différent, la psychoéducation et la guidance parentale. La psychoéducation, c'est donner toutes les informations nécessaires à la compréhension du trouble. En général, on conseille de le faire régulièrement parce que bah, les choses évoluent. Un TDAH ou alors on parle du TDAH parce que c'est les seules recommandations qui existent pour l'instant, mais pour moi c'est applicable à tous les troubles neurodéveloppementaux. Mais un TDAH ou une dyspraxie à 6 ans, c'est pas la même chose qu'à 12 ans, donc c'est bien de refaire souvent des mises au point sur ce qu'on sait de l'évolution du trouble. Donc ça, c'est vraiment informer et les parents et l'enfant. C'est très important. L'enfant doit être informé aussi et doit comprendre ce qui se passe. Excusez-moi. Et après, il y a les programmes d'entraînement aux habilités parentales, donc ce qui s'apparente à la guidance parentale, où là, c'est quand on a vraiment des comportements qui peuvent être problématiques ou qu'on anticipe qu'il peut y avoir des comportements problématiques. Et à ce moment-là, c'est un peu du coaching parental pour qu'ils puissent avoir tous les outils nécessaires pour faire face aux difficultés de comportement de leurs enfants.
Et allez voir, alors les recommandations en Allemagne, elles sont un peu longues, mais sur le site Hyper Super, ils ont fait une synthèse de ces recommandations et on voit très clairement que la psychoéducation et la guidance parentale, c'est en première intention. Hmm. Et même pour Désolée le pour un peu. parent, je trouve que c'est important et c'est pour ça que moi j'ai souhaité faire ce webinaire. C'est parce qu'en Oui. tant que parent, on est en souffrance. On Mm, comprend plus quel est son rôle de parent, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait mal, et d'avoir quand même comme ça un guide un peu scientifique. C'est-à-dire, on nous dit, ben voilà ce qu'il faut faire. Après, mm, bon, euh, je trouve oui. que ça rassure et ça apaise et ça permet un peu de Mm, reprendre de l'air et de la force. mm. Mm. Ce qui a fait ses preuves au niveau scientifique et là où les parents peuvent trouver des références bibliographiques, c'est vraiment sur les programmes clés en main qui existent. On en parlera après. Euh, on peut prouver des choses que sur des choses qui sont faites de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que des études là-dessus. Mais la guidance parentale, notamment celle qu'on propose à la numéro scolarité et celle que les neuropsychologues, psychologues proposent aussi en individuel, s'inspire de ces programmes, mais disons que c'est un peu plus adapté à la demande, des C'est plus parents. Mais on large, en parlera on est après. plus dans la psychoéducation. Ouais. Tu vas en parler, hein, j'ai une question Oui, sur Barclay, justement, je crois que tu vas en oui, je vais en parler. parler. Mm. Mais alors, pour parler de difficultés dans l'opposition, bah, le plus simple, c'est de parler du modèle qui existe, de la non-compliance. Donc, c'est un modèle qui explique comment l'opposition, le comportement oppositionnel, que ça fasse partie d'un trouble oppositionnel ou non, hein, parce que souvent, ça commence par une petite opposition dans un certain environnement, puis après, ça se généralise parce que l'enfant apprend l'opposition et cette opposition se renforce. Donc l'idée, c'est de comprendre un petit peu comment ça apparaît, dans quel contexte, et comment ça se maintient. Et c'est ce sur quoi on agit hein, dans les programmes qui sont établis en groupe ou en guidance parentale. On travaille sur ce cercle vicieux que ce soit de l'opposition ou des interactions dysfonctionnelles, c'est souvent un cercle vicieux qui fait que les comportements sont renforcés et donc il faut ajuster sa posture et comme ça on agit sur le système en fait, sur comment ça fonctionne. Alors, donc on va considérer un enfant qui a un ou plusieurs troubles neurodéveloppementaux, hein, parce qu'on a vu que les comorbidités, c'était souvent plus la règle que l'exception, euh, qui a certaines particularités. Donc, j'essaie de mettre des choses un peu généralistes qu'on peut retrouver à peu près chez tous les enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental. Le manque d'autonomie et d'automatisation. Alors, l'automatisation, c'est la clé quand même pour comprendre ce que c'est qu'un trouble neurodéveloppemental. Un enfant qui a un trouble développemental de la coordination, anciennement dyspraxie. C'est pas qu'il est pas capable de faire preuve de coordination, il est pas capable de faire ses lacets avec ses chaussures. C'est juste que ça va lui demander un effort tel que ça lui prend toute son énergie et ce n'est pas automatisé. J'aime bien donner comme exemple, quand je pense que peut-être toutes les personnes ici ont leur permis de conduire. Rappelez-vous quand vous avez appris à conduire, l'effort que ça vous demandait au niveau cognitif, au niveau attentionnel. Vous réfléchissiez à tout ce que vous faisiez. Est-ce que j'embraye, je débraye, je freine? Mon pied, il est où? C'est le gauche, c'est le droit? Sur quelle vitesse? Vous pouviez à peine parler au moniteur parce que ça vous demandait trop d'énergie d'être en double tâche. Et puis à la fin d'une heure de conduite, on est lessivé. Et ben c'est ça en fait le trouble neurodéveloppemental, c'est qu'en fait les compétences qui sont concernées par ce trouble ne s'automatisent pas. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire, mais on peut pas le faire vite, bien, de manière efficace et sans que ça nous demande un effort. Et du coup, pour le comportement, bah, c'est délétère parce que ça nous prend tellement d'énergie que pour réguler ses émotions et réguler son comportement, faut avoir suffisamment d'énergie. Souvent, les enfants qui ont un TND ont du mal à écouter et retenir une consigne. Donc, bien souvent, les problèmes dans les interactions, quand même parent-enfant, résident tout simplement dans comment la demande est faite. Les consignes multiples, les consignes données alors qu'on est dans une autre pièce, tout ça, c'est à proscrire. Et malheureusement, on le fait parce que bah, pour nous, c'est évident que ça peut être réalisé dans ces configurations-là, mais un enfant avec TND a besoin de simplicité, que son parent soit près de lui, le regarde dans les yeux, lui demande de répéter. Bon, bref, voilà, des choses assez basiques, mais auxquelles des fois on ne pense pas.
La régulation émotionnelle est donc compliquée. Il y a beaucoup aussi souvent de problèmes de perception du temps. Et alors ça, c'est vraiment problématique au quotidien. Dépêche-toi, on va être en retard à l'école. Quoi? Mais t'as pas encore fini ta douche? Bon, bref, voilà. Et tout ça, ça complique un peu les rapports aussi, ces difficultés de perception du temps. Et il y a aussi un défaut de planification. Donc la planification, c'est la capacité à imaginer les étapes nécessaires pour atteindre un but. Range ta chambre. Il l'a pas fait, il se moque de moi, il s'oppose. Ben non, range ta chambre, c'est trop compliqué. Pour un enfant qui a un problème de planification, range ta chambre, c'est une consigne qui nécessite tellement d'étapes qui vous semblent certainement évidentes, surtout que potentiellement c'est des enfants qui ont dû ranger leur chambre plusieurs fois, mais ça c'est pas encodé. Ben non, savoir qu'il faut d'abord prendre les livres, les ranger dans la bibliothèque, prendre son linge sale, le mettre dans le panier à linge sale. Tout ça, c'est des étapes qu'il doit avoir en mémoire. Et en général, ça fait défaut chez les enfants avec un trouble neurodéveloppemental. Donc, on a cet enfant-là. Et puis, on a le parent en face de cet enfant qui peut avoir un manque de compréhension du trouble, donc lié à tout ce que je viens de vous décrire, dans le sens où déjà, d'être parent de manière générale, c'est pas simple. On n'a pas de manuel hein, pour être parent. On apprend sur le tas, on se documente. Alors, c'est bien, aujourd'hui, on a accès à plein d'infos, mais ça peut être aussi compliqué de s'y retrouver. Et encore plus quand on a un enfant qui a un trouble neurodéveloppemental. Et puis, des fois, il y a des particularités qui sont décrites qui ressemblent pas à notre enfant. Donc, c'est compliqué de faire la part des choses, de comprendre. C'est compliqué aussi si le diagnostic n'est pas posé, si on n'a pas identifié qu'il y avait un trouble ou si on est passé à côté d'un diagnostic. Donc, la compréhension du fonctionnement de l'enfant et de son trouble, c'est compliqué. Du coup, ça crée chez le parent des exigences qui peuvent être inadaptées. Alors là, on n'est pas en train de juger hein, les parents. Les parents font comme ils peuvent, mais quand je dis exigences inadaptées, c'est qu'en fait, bah, si on ne comprend pas comment l'enfant fonctionne dans sa particularité, bah, forcément, on a des exigences qui sont inadaptées, qui peuvent être très adaptées à un enfant qui n'a pas ce fonctionnement-là, mais là, en l'occurrence, qui ne le sont pas. Les exigences inadaptées peuvent occasionner ce qu'on appelle des mauvaises pratiques éducatives. Insister pour un enfant qui a, par exemple, une dyspraxie, qui ça lui prend une énergie folle pour faire ses lacets, bah tant pis, il aura jamais de chaussures à lacets, il met des chaussures à scratch et c'est tout. C'est pas grave s'il apprend jamais à faire ses lacets. Voilà, c'est ça, adapter ses pratiques éducatives et ses exigences, choisir un peu ses batailles en fonction des particularités de mon enfant. Alors dit comme ça paraît évident et ça paraît simple. Mais souvent, quand on a la tête dans le guidon, qu'on a nos problématiques personnelles, nos propres choses à gérer nous concernant, qu'on dort peut-être pas hyper bien, qu'on est un peu stressé, qu'on perd un peu confiance en soi parce que bah, c'est difficile avec son enfant, ben, on n'a pas forcément tout ça en tête et c'est pas assez clair. C'est pour ça que l'accompagnement est très important parce que ça nous permet de prendre un peu de la hauteur. Hmm, Tout ce que je dis, beaucoup de parents le savent c'est probablement, ça. mais ne l'appliquent pas au C'est bon ça. moment Hmm, ou voilà, c'est un peu hmm. ça l'idée, hein. Mm. Souvent, on le sait parce qu'il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux, Mm, sur Internet. On sait tout ça, mais mm, quand on est dans le quotidien, on le fait plus. Et c'est vrai qu'en parler à un tiers, neuropsychologue, qui connaît bien le sujet, ça permet en fait de verbaliser et de se rendre compte oui. bah, de finalement toutes les exigences que l'on a. Et Mm, vraiment, j'encourage tous les parents à le faire parce que souvent on se dit mais non, je le sais, je le sais. Mais en fait, on est noyé par le stress, l'anxiété, la fatigue. Et ne serait-ce qu'en parler à quelqu'un, ça permet de remettre les choses un peu au mm. clair et de Oui, reprendre puis de l'air. Ouais. des fois aussi de se rassurer sur, bah oui, en fait, ce que je fais, c'est bien parce que, alors voilà, du coup, la grosse problématique, en fait, parce que, voilà, tout ce qu'on vient de dire, c'est des choses que les parents ont accès Mm. et mentalisent, mais c'est l'incohérence parentale, en fait. Là, on parle bien d'un enfant qui s'oppose, hein. Euh, un enfant qui s'oppose, s'il y a de l'incohérence parentale, c'est de l'incohérence avec moi-même. Si en tant que maman, j'ai en tête une règle qui doit être respectée systématiquement, c'est important pour moi et que tous les jours je dis non, mais le seul jour où ça s'est mal passé au travail, je suis contrariée, j'ai envie un peu d'avoir la paix, j'ai pas envie de me battre, je dis oui.
ça crée de l'incohérence. Et un enfant qui a un trouble oppositionnel, il s'engouffre dans cette brèche, mais clairement. Et ça ouvre le champ des possibles sur la négociation et le fait que tout est discutable. Alors, ça paraît un peu sévère ce que je dis, et c'est pas grave si à un moment donné vous faites preuve d'incohérence, mais souvent c'est ça qu'on constate aussi, c'est qu'il y a pas d'une ligne de conduite qui est stable dans le temps, et l'enfant, il en profite inconsciemment, il en profite. Ouais. L'incohérence entre les parents aussi. Mm. Euh, c'est bien de s'accorder en tant que parent, et c'est pour ça que moi, la guidance, je la conseille vraiment en couple parce que il faut se tenir aux mêmes choses, dire les choses de la même manière et exiger les choses de la même manière. Sinon, ça crée de l'incohérence, ça crée de la confusion pour l'enfant. Ça peut l'insécuriser, mais ça peut aussi renforcer son opposition, Mm. juste. Ça, c'est prouvé dans les études, hein, que ce facteur-là est vraiment le premier facteur de problème de comportement et d'opposition chez l'enfant, c'est quand il y a des choses qui sont incohérentes. Mm. Ce qu'il faut dire, c'est que être parent d'un enfant porteur d'un trouble du neurodéveloppement, c'est pas une sinécure et ça demande beaucoup plus d'énergie aux parents Oui. qu'un parent d'enfant neurotypique. Et ça, c'est Mm. vrai que même même si on en a marre, il faut vraiment savoir que ça nous demande à nous, parents Ah d'enfants bah oui. porteurs de trouble du neurodéveloppement, Mm. énormément de travail sur soi, de connaissances et d'énergie hein, aussi. C'est Mm. Mm, Et l'incohérence parentale, justement, c'est un peu injuste parce qu'un enfant qui n'a pas d'opposition ni de trouble du neurodéveloppement, il y a de l'incohérence, c'est pas grave. Il, mm, il s'en accommode et ça change pas son comportement sur le long terme. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que c'est mm, déjà difficile, il faut mm, donner beaucoup d'énergie. Et en plus de ça, si on lâche un peu à un moment donné sur quelque chose, et ben, c'est comme si tout ce qu'on avait mis en place pouvait un peu être bouleversé. mm, Alors, j'emploie des mots un peu durs, mais c'est les études hein, qui montrent ça. Et souvent, quand on n'en peut plus, quand on est stressé, quand on doute de soi, ça peut aussi créer des conflits dans le couple. Donc, ça peut aussi majorer l'incohérence parentale et on s'éloigne un petit peu des valeurs éducatives communes. Voilà. Donc, c'est pour ça que le travail en couple, il est aussi très important dans ce type d'approche. mm. Ouais. Donc, ça, c'était les particularités et de l'enfant et du parent et qui, en interaction, créent du coup ce fameux cercle vicieux de la non-compliance ou de l'opposition où là, on a d'un côté un parent qui comprend peut-être pas comment fonctionne son enfant ou qui, sur certaines situations, perd de vue ce qu'il devrait voir parce que il est stressé, il va bien, etc. Ou il est agacé aussi, ça arrive beaucoup hein, quand on a un enfant qui a des troubles oppositionnels et qui a beaucoup de colère, etc. On peut être très agacé. Donc on a des demandes qui sont inadaptées. En face de soi, il y a un enfant qui est en difficulté. Je vous donne un exemple très concret, mais ça fait partie peut-être des exemples dont on va parler après. Mais sur les devoirs, par exemple, un enfant qui a un TDAH, qui arrive en fin de journée, il faut faire les devoirs. Des fois, les demandes des parents peuvent être inadaptées, dans le sens où eux, c'est une valeur éducative de faire le travail que la maîtresse ou que les profs ont demandé. Il y a un exposé la semaine prochaine, il faut absolument le faire, etc. On a beaucoup de pression aussi hein, des établissements scolaires, soit dit en passant. Mais du coup, les exigences sont totalement compréhensibles, mais elles sont pas adaptées à un enfant qui toute la journée était en double tâche et a épuisé toutes ses ressources. Et donc, l'enfant est en difficulté. Donc, il va s'opposer. Le parent, lui, ça l'agace parce que ben lui, il veut que les choses soient faites, il veut que son enfant progresse à l'école, il veut que il apprenne des choses. Donc il va insister, il va répéter, il va certainement se fâcher. Quand on arrive à une dynamique oppositionnelle, bah, souvent les parents, ils emploient la menace. Si tu fais pas tes devoirs, tu n'auras pas de dessert. Tu fais pas des devoirs, tu vas être privé de téléphone. Et alors, soit on va jusqu'au bout et on arrive peut-être à avoir quelque chose, soit finalement le parent est résigné. Moi, j'ai beaucoup de parents qui m'avouent quand même, parce qu'ils ont la pression scolaire, qui font les devoirs à la place de leurs enfants. Bon, bref, donc on en vient à ça. Il y en a beaucoup, hein. Mm, Oui, mm, ouais, ouais. mm, Mais du coup, ça renvoie quoi aux parents? Bah, qu'il n'est pas compétent pour accompagner son enfant, le faire accepter ce qu'il lui demande de faire. Il doute de lui,
il est stressé parce que bah, il y a aussi la pression sociétale, scolaire, et puis du coup, il en vient à être hyper vigilant à tout ce qui va pas. Mais du coup, ça renforce vraiment l'opposition parce que on va le voir plus tard, mais plus on accorde de l'importance à quelque chose et plus ça a de chances de se produire. Et donc l'enfant, de son côté, lui, il s'oppose de plus en plus parce que les demandes de son parent sont jugées comme trop difficiles peut-être ou inadaptées. Et en fait, voilà, on est dans un cercle vicieux et l'enfant finit par perdre confiance en lui, le parent aussi et ne plus rien laisser passer. Et on se retrouve dans des familles comme ça qui ont des dynamiques où c'est décrit tous les jours. C'est tout le temps du rapport de force pour faire accepter quelque chose. C'est ni vivable ni pour les parents ni pour les enfants. Et ça crée une ambiance très délétère à la maison. Et on a l'impression qu'on va pas se sortir de cette dynamique. Mais si, on peut s'en sortir. Grâce à Inès. Ouais. Alors, pas que grâce à moi, il y a Non, beaucoup de non, choses qui c'est existent, une hein, mais plaisanterie. justement, c'est ça qui Mais est j'y bien crois, là, alors parce je... oui, ouais, merci Emmanuel. Non, mais on est dans une nouvelle ère là, où on accompagne beaucoup plus les parents, mais pas Oui, en étant dans la culpabilisation comme oui. on a pu l'être il y a quelques années, Oui. où c'était la faute des parents si ça Oui. n'allait pas, Il y a on quand même beaucoup de négligeait les CMPP. Je sais que tu travailles en CMPP, mais tu as un CMPP un peu exceptionnel et hors particuliers. norme parce que Ouais. vous êtes beaucoup juste dans la neuroéducation et Oui, les ouais, ouais, neurosciences. Mais la plupart des CMPP en France sont encore quand même assez d'obédience psychanalytique et dans la culpabilisation des parents. Voilà, je le oui, dis pour tous les parents. Si vous entendez ça, fuyez. ouais. Là, l'idée, c'est vraiment de remettre le parent à sa juste place. On peut rien faire sans les parents. C'est illusoire de penser qu'on va régler les problématiques de comportement ou les problématiques de régulation des émotions, etc., en voyant l'enfant de manière isolée, 30 minutes, 45 minutes, une fois par semaine au mieux. Il faut vraiment travailler tout le système et considérer que le parent est un co-thérapeute en fait. C'est un peu ça l'idée de ce type de programme, c'est que sans le parent, on ne peut pas faire avancer les choses. Juste petite parenthèse, j'ai une question sur l'autorégulation, vraiment toute petite parenthèse parce que Ouais, du coup, je rebondis. Maintenant, il y a le dispositif d'autorégulation qui se met en oui, place ouais, voilà, dans les écoles, même les oui, collèges et les lycées. ouais. Alors moi, j'ai un avis très personnel sur l'autorégulation que je ne vais pas donner ce soir, qui ne va certainement pas être le tien. Euh, mais la question est, bon, moi je ne peux pas la réponse. Les dispositifs d'autorégulation, donc ajustement par l'enfant lui-même, hein, même s'il est accompagné, mais il n'y a pas le parent, en milieu scolaire a été tout récemment préconisé, notamment pour les enfants TND. N'est-ce pas un vœu pieux, sachant que le milieu scolaire a déjà du mal à mettre en place des mesures déjà existantes et que c'est justement une difficulté chez ces enfants de se réguler? Une opinion sur cette préconisation, Inès? Alors, alors moi, je suis bien placée pour vous en parler parce que nous, dans notre association dans laquelle je travaille, on a un dispositif d'autorégulation qui est implanté dans une école et dans un collège. Euh, Il y a du bon et il y a du moins bon, comme dans tout dispositif. Euh, ça va dépendre des professionnels qui y travaillent et, enfin, alors il y a des directives, hein, mais après c'est quand même assez adapté. Si le dispositif d'autorégulation n'implique pas les parents et n'implique pas les enseignants, ça peut pas fonctionner. Hmm. Il y a des enfants qui n'ont pas. Alors, je sais que moi, les professionnels du DAR avec lequel on travaille, implique de manière très importante les parents dans les mesures qu'ils mettent en C'est place. assez rare, ça, je crois. Hein. Hmm. Oui, mais Voilà. oui. Les retours qu'on a Oui, des parents, parce qu'on voilà, ils nous en parlent souvent, surtout en ce oui, moment, des oui. UEA et des DAR. Et c'est la première fois que j'entends même que normalement on est censé intégrer les parents, enfin impliquer les parents. Les parents ne sont pas impliqués dans les DAR, ouais. En tout cas, les DAR Bah, pour l'école ça dépend, individualisée. je pense, de la posture Hmm. des professionnels qui y travaillent. Après, en tant que parent, faut pas hésiter non plus à contacter ces professionnels et voir s'il n'y a pas possibilité de travailler de concert. Mais en effet, moi, je suis quand même persuadée que pour favoriser la généralisation et l'automatisation, il faut vraiment que les mêmes moyens, les mêmes Hmm. outils soient Hmm. utilisés Hmm. dans tous les environnements de l'enfant.
Parce que même, du coup, si on n'utilise pas la même chose ou qu'on n'est pas au courant de certains, ben, ça peut être contre-productif justement parce que ça crée de la confusion. Ça demande beaucoup d'adaptation à l'enfant. Et effectivement, ça peut ne pas... Ça voudrait dire que Après, dans les DAR, il est prévu normalement que le professionnel enfin, forme ou informe, il y a des temps d'échange avec les parents réguliers. C'est prévu dans le dispositif, dans le tel qu'il est conçu enfin, sur le site du bah oui, ministère. normalement, on est censé quand même... Enfin, moi, je sais qu'il y a carrément des objectifs qui sont définis avec les parents D'accord. Ok. entre la maison et l'école. Hmm. Ok, d'accord. Voilà. Après, les DAR, alors c'est tout nouveau, il faut laisser le temps de la mise en place. Comme tout dispositif qui est en construction, bah, c'est en construction, donc il va y avoir certainement des loupés. Faut pas hésiter à faire des retours constructifs aux professionnels, essayer de communiquer avec eux. La communication, c'est la clé, et de montrer aussi la volonté en tant que parent bah, de participer à la démarche, hein, qui peut être ça peut être c'est hyper chouette sur le papier, hein, Ah oui, ça c'est sûr, oui. ouais. Mais bon, je vais pas donner mon avis. Hmm. En tout cas, voilà, la clé, c'est communication entre tous les intervenants, les enseignants, les parents, les professionnels. Et c'est que comme ça que l'enfant va pouvoir développer des compétences d'autorégulation, des compétences cognitives dans les apprentissages. C'est avec le lien. Euh, donc là, je vais vous parler un peu plus précisément de comment nous, en tant que professionnels, on analyse un comportement et justement, on essaye d'agir dessus en considérant qu'il y a trois dimensions dans un comportement. Donc là, on va discuter du modèle ABC, qui est un modèle utilisé en thérapie comportementale et cognitive et qu'on utilise beaucoup pour analyser les problèmes de comportement chez l'enfant. Donc A, ce sont les antécédents. Les antécédents, c'est le contexte dans lequel va apparaître un comportement. Donc c'est tout ce sur quoi on va pouvoir jouer si le contexte, les antécédents, comprennent des exigences, par exemple, qui ne sont pas adaptées. B, c'est behavior, donc comportement en anglais. Donc là, c'est le comportement en lui-même. On peut pas agir dessus directement, mais on peut agir sur ce qui se passe avant ou ce qui se passe après. Et ensuite, donc, c'est ses conséquences. Les conséquences, on appelle ça en TCC, en thérapie comportementale et cognitive, les renforçateurs. Les renforçateurs, c'est tout ce qui arrive après et qui fait qu'un comportement a des probabilités ou non de se reproduire. Euh, Quand on renforce positivement, quand on apporte quelque chose de positif derrière un comportement, il a des chances de se reproduire. C'est un peu ça l'idée. Donc là, je vous ai mis un exemple très concret, les devoirs. Donc, après l'école, un parent fait la demande à son enfant de faire ses devoirs. Le comportement de l'enfant qui est opposant, bah, il repousse, il fait autre chose, il s'y met pas, il fait traîner un peu la chose. Conséquence, je caricature, mais ça peut arriver. Le parent s'énerve, perd patience, menace son enfant s'il ne fait pas ses devoirs, et il sera privé de jeux vidéo, par exemple. Donc, si on considère l'analyse du comportement, les antécédents, on peut se poser la question, comment la demande est faite? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la transmission des informations, tout simplement? Ça peut arriver. Quel est le contexte de ce comportement? Dans quel contexte il apparaît? C'est quoi le contexte pour faire les devoirs? Comment c'est organisé? Voilà, c'est un peu ça les antécédents. Pour la face cachée du comportement, on peut se demander, ben, c'est quoi le problème avec les devoirs? Est-ce que c'est quelque chose de difficile qu'il cherche à éviter? Est-ce qu'il est fatigué? Bon, faut se poser des questions. Est-ce que c'est juste un problème de motivation? Je l'ai pas mis, mais ça peut être ça. Euh, les conséquences. Le comportement de l'enfant est renforcé, c'est-à-dire que quand un enfant s'oppose, dans ce contexte-là, il gagne du temps. La fonction du comportement de base, c'est de ne pas faire ses devoirs. Enfin, l'objectif du comportement de base, c'est de ne pas faire ses devoirs parce que c'est fatigant, parce qu'il a plus d'énergie, parce que c'est trop difficile, c'est pas aménagé, parce que il n'est pas motivé. Quoi qu'il en soit, son objectif à l'enfant, c'est de ne pas les faire. Si au lieu de faire ses devoirs, il se passe tout autre chose, donc que son objectif est atteint, menacer, crier, le punir,
c'est très négatif, hein. On pourrait penser que c'est suffisant pour avoir envie de faire ses devoirs, mais ça répond à son objectif de ne pas faire ses devoirs. Il a gagné du temps, l'enfant. Et en plus, il a toute l'attention de son parent sur lui. Voilà. Donc, du coup, les solutions, parce que on peut travailler sur les antécédents, faire une demande efficace. Donc ça, c'est typiquement là ce que je vous présente comme solution. C'est typiquement des choses qui sont travaillées dans les programmes d'entraînement aux habiletés parentaux ou dans la guidance parentale individuelle. Faire une demande efficace. Un enfant qui a un TDAH, par exemple, qui a un TSA, qui soit enfant, ado, comment le message est envoyé, c'est hyper important. Si vous êtes dans la cuisine et que votre enfant, votre ado est dans sa chambre en train de regarder son téléphone ou d'écouter de la musique et que vous lui dites fais tes devoirs, ça marchera pas. Le contact oculaire, il est hyper important quand on fait une demande à un enfant qui a des problèmes d'attention, que ce soit dans un TDAH, dans un TDC, dans un TSA. Il faut qu'on sente que l'enfant, il perçoit le message. Alors, des fois, il a perçu le message et il vous ignore, hein. C'est totalement possible. Mais des fois, on n'a pas capté l'information. Les ados, notamment, ça a été prouvé, même quand on n'a pas de trouble neurodéveloppemental, un ado où il y a une phrase, plus de 3 mots dans la phrase, ne comprend pas la phrase. Il faut parler en mots-clés. Alors, ça paraît bizarre, mais il y a beaucoup de pédopsychiatres qui conseillent aux parents d'ados de donner des mots-clés, genre, pour dire, est-ce que tu as fait tes devoirs? Quand est-ce que tu vas faire tes devoirs? C'est plutôt aller dans la chambre, près de votre ado, devoir. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est ce qui est recommandé. Instaurer un planning de devoirs, créer un environnement adapté, proposer une aide s'il y a des difficultés. Alors, je vais vous montrer un exemple. Euh, Tu as donc, c'est montré des diables. un tableau de récompense, non? Alors, ça, c'est après. Le tableau de récompense, D'accord. c'est pour travailler sur les conséquences. Mais qu'est-ce que c'est qu'un environnement adapté? Comment j'organise les devoirs? Il y Alors, a on des voit, petits... faut que tu agrandisses Ouais, ouais, ouais. encore un Il y a peu, des s'il te petites plaît. règles à respecter, hein. Voilà. Euh, alors ça, c'est des consignes un peu basiques qui peuvent s'appliquer à tout le monde, mais encore une fois, chaque enfant est différent. Par exemple, des fois, on conseille que ce soit au calme pour faire les devoirs, mais il y a des enfants qui ont besoin d'un niveau sonore associé au fait de faire les devoirs parce que, en fait, leur niveau d'activation de l'attention, il nécessite beaucoup de stimulation. Donc, il y a des enfants, ils ont besoin de musique pour faire leurs devoirs, mais ça, encore une fois, c'est à ajuster en fonction des particularités de votre enfant. Quoi qu'il en soit, un coin calme ou non, si on a besoin d'un peu de musique, etc. Avoir que le matériel nécessaire à disposition. Être face à un mur vide plutôt que face à une fenêtre ou face à un poster. Enfin, ça, voilà, c'est pour éviter les distractions. Dans un lieu où vous pourrez surveiller votre enfant au mieux ou rester à ses côtés s'il faut. Quand faire les devoirs, souvent les parents ils me disent bah, en rentrant de l'école ou du collège ou du lycée, il a envie de souffler, je vais pas lui réimposer directement de faire les devoirs, donc du coup bah, il se regarde une petite série. Bah non, on évite les écrans avant le devoir. Les écrans, on a parlé de renforçateurs, de conséquences, de récompenses. Les écrans, ça arrive après. Ça, c'est un renforçateur d'avoir fait, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai le droit à ma série, mais on le fait jamais avant. En tous les cas, il faut faire une pause après le retour de l'école, du collège, en général pour un goûter, pour recharger un peu les batteries. Euh, alors, je vais Alors, pas faire du justement, sur les batteries, j'ai Oui, une question d'une maman. Et c'est une question récurrente. Le problème, c'est que les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, ils sont épuisés après une journée d'école. Et, ouais, cette maman dit très justement, et elle avoue que parfois, c'est ce que tu disais, hein, c'est elle qui les finit. Elle finit les devoirs parce que l'enfant ouais, est épuisé et ouais, c'est compliqué. oui. Alors, comment on gère cet épuisement, justement, parce que quand Mm, il n'y a plus d'attention, mm, je sais pas s'il y mm. a une idée. Alors, il faut savoir que l'attention, c'est un processus qui est fluctuant. On ne peut pas être totalement vidé de son attention en fin de journée. On peut la recharger, cette attention. On la recharge grâce justement à des activités plaisantes ou à de la nourriture, par exemple. Il y a des aliments qui permettent de retrouver de l'énergie. Alors, on évite quand même le sucre rapide, mais il y a des aliments. On ne va pas faire des conseils diététiques aujourd'hui, mais l'alimentation, ça fait quand même partie des éléments à prendre en compte. Euh, Faire des dribbles dans le jardin,
courir un petit peu dans le jardin, respirer. En fait, ça dépend. Il y a des enfants, ils vont regagner de l'énergie en faisant des activités physiques. Il y en a d'autres, justement, c'est en étant un peu au calme. En tout cas, les écrans, c'est toujours une mauvaise idée. Alors, je diabolise pas du tout les écrans, mais avant les devoirs, c'est toujours une mauvaise idée. Ça recharge pas les batteries. Mais voilà, écouter une musique qu'on aime, tout ce qui va libérer en fait des hormones du plaisir et de la dopamine, l'hormone de la motivation, ça va redonner de l'énergie. Donc, il faut trouver ce qui motive l'enfant. Mais après, on peut aussi trouver des systèmes de motivation, donc on va en parler après. Mais en tout cas, voilà, il faut aussi définir le moment. Euh, Souvent, c'est bien d'instaurer une routine parce qu'un enfant qui rentre de l'école, il ne sait pas se repérer dans le temps, il ne sait pas planifier, il est fatigué. En plus, il veut faire les devoirs, il ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il faut faire un planning. Que ce soit enfant, ado, un planning, tu rentres tous les soirs à cette heure-ci. Tu as tout le temps 20 minutes, 30 minutes de pause où tu fais les activités que tu veux, sauf les écrans. On se met à faire les devoirs. Alors, du coup, c'est là où ça va changer. Donc, c'est toujours à la même heure. En général, ça doit être annoncé, prévisible. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un planning. Il faut se mettre d'accord avec l'enfant. À quelle heure tu penses que c'est bien pour toi de faire les devoirs? Il faut impliquer l'enfant dans la démarche, qu'il se sente un peu euh, impliqué. Et surtout, consacrer un temps limité. Alors ça, c'est difficile parce que du coup, si l'exercice de maths, au lieu de prendre 10 minutes, il prend 45 minutes, c'est difficile de s'y tenir. Mais en fait, il n'y a rien de pire justement chez ces enfants qui fluctuent et qui, des fois, en 5 minutes, c'est plié, mais des fois, ça prend 1 heure et demie. De pas savoir quand est-ce que ça se termine, c'est terrible. Donc, il faut s'engager avec accord avec l'enseignant, le professeur, que on commence à 1 heure et on finit à 1 heure. Et si l'exercice de maths, il n'est pas fini, ou si on n'a pas eu le temps d'apprendre les mots de dictée, bah tant pis. Au moins, l'effort est valorisé. C'est ça qui est important dans les devoirs. C'est pas de valoriser le résultat, c'est de valoriser l'effort. Donc, on fixe un temps et on valorise parce que le temps a été fait et après, qu'importe le résultat. Avec qui? Avec la même personne, c'est mieux. Le même parent, si c'est le parent. Parce que sinon, ça demande trop d'adaptation et de flexibilité aux enfants de s'adapter à des différentes pédagogiques, etc. Donc, c'est bien que ce soit la même personne. Et au mieux, déléguer. Parce que souvent, les devoirs, c'est source de tension. Donc, c'est bien de pouvoir déléguer. Après, voilà, faut fractionner, faire des pauses, voilà. Bon, je vais passer vite parce que là, je viens de voir le temps, mais en tout cas, c'est des choses qu'il faut. Ça, c'est le contexte, et c'est ce qui va aider votre enfant à s'y mettre. Et si ça, c'est pas suffisant, si malgré les adaptations, malgré de limiter le temps, malgré d'alléger, malgré le fait d'avoir fait des aménagements, malgré le fait de comprendre qu'avec une dyslexie, ben, je vais pas lui faire lire en fait ses leçons, je vais les lire à sa place. Si vous avez travaillé les antécédents et que malgré ça c'est compliqué, on travaille les conséquences. On met en place ce qu'on appelle un tableau à économie de jetons parce que c'est un problème de motivation si tous les aménagements ont été pensés et mis en place et que ça fonctionne pas. Le tableau à économie de jetons, c'est On peut un mettre renfort. Ah, Oui, je bon, ouais. change. C'est un renforçateur puissant. Donc, je montre celui d'une maman qui est d'accord que je le diffuse. Euh, les problèmes, notamment dans le TDAH, c'est un problème de motivation souvent. Malgré les aménagements, on a du mal à s'y mettre, on a du mal à initier. Donc, l'idée, c'est d'apporter une carotte, comme on appelle, mais on travaille tous avec des carottes, on évolue tous dans notre environnement avec des carottes. Vous n'iriez pas travailler sans salaire. Eh ben, un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, il a besoin de motivation pour faire des choses qui sont trop difficiles ou trop contraignantes pour lui. Donc ça, c'est un exemple de ce que ça peut être comme tableau. On définit des objectifs qui sont SMART, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques, mesurables. Voilà, on les définit de manière très précise. On s'assure que l'enfant est capable de le faire. Ce tableau, c'est pas pour développer des choses que l'enfant sait pas faire. Il sait faire, mais c'est un problème de motivation. Là, c'était, ben, on parle des devoirs, donc on va s'intéresser à la première ligne, hein. Faire ses devoirs pendant 30 minutes, c'était ça l'objectif pour Maxence.
Il a 15 points s'il le fait. S'il le fait lundi, il a 15 points. S'il le fait pas mardi, il n'a pas de points. Mais il n'a pas de punition. Il n'a pas de mauvais points. On lui retire pas des points. Juste, on valorise quand c'est fait. Quand c'est pas fait, on ignore. À la fin de la semaine et à la fin du mois, à la fin de la journée aussi. Il échange ses points contre des privilèges qu'il a choisis, parce que sinon, c'est pas motivant. Et ça, en fait, ça a fait ses preuves, c'est un puissant outil pour développer la motivation de vos enfants. Ne vous lancez pas dans ce genre d'outil tout seul, il faut que ce soit quand même accompagné d'un professionnel parce qu'on peut faire des loupés et ça peut ne pas du tout marcher et ça peut vous décourager. Donc l'idée, c'est quand même d'en discuter avec un professionnel. Et voilà, c'est un exemple de choses qu'on peut mettre en place. Je passe vite, hein, mais pour que vous ayez quand même une idée de ce à quoi ça ressemble. Et donc, j'ai mis aussi dans les conséquences, on peut aussi ignorer, choisir ses batailles et se dire que faire ses devoirs, c'est pas une valeur éducative et que tant pis. Voilà, ça peut arriver aussi d'avoir cette posture-là. Juste brièvement, un autre exemple de comment les conséquences, les renforcements sont importants pour pour faire en sorte que votre enfant ait des comportements adaptés. Là, on va voir que l'absence de conséquences fait que les comportements adaptés ne se développent pas. La situation, vous êtes fatigué, vous rentrez du travail, votre enfant décide de se mettre en pyjama tout seul et de se brosser les dents. Alors vous, vous dites, bah oui, bah c'est normal en fait. C'est pas normal qu'à son âge, il le fasse pas tout seul déjà tous les jours. Eh ben, du coup, il le refera certainement plus. En fait, quand un comportement n'est pas valorisé, n'est pas félicité, même si vous estimez que c'est normal, il n'a aucune chance de se reproduire parce que il n'y a aucun comportement qui est fait gratuitement, sans qu'il y ait de conséquences derrière. On fait tous des choses parce que soit on est valorisé socialement, soit on est valorisé personnellement, soit on obtient des choses matérielles. On ne fait rien sans qu'il y ait quelque chose derrière. Et les enfants, c'est pareil. Et les enfants avec un trouble du neurodéveloppement, encore plus parce qu'ils ont les circuits de la récompense qui sont altérés. Donc, on doit renforcer, valoriser le plus possible et le plus près possible du comportement pour être sûr que ça se développe. Mais ça, pareil, on en parle longuement dans les programmes et dans la guidance. Donc voilà, la solution, valoriser, renforcer. Faites-vous accompagner. Il y a des programmes qui existent, qui sont super, qui sont adaptés, mais faites attention à la problématique que vous souhaitez accompagner. Il y a des programmes qui sont très généralistes, comme Ces années incroyables, où là, c'est un soutien à la parentalité. C'est juste savoir avoir une posture parentale adaptée dans le jeu, dans l'accueil des émotions. Voilà, c'est des choses très basiques et c'est pour tous les parents. Puis vous avez des programmes qui sont plus adaptés, plus spécifiques. PEPS pour le TDAH, le Barclay pour le trouble oppositionnel avec provocation. Et il y a des Barclay adaptés au TDAH aussi. Et le programme ETAPE, qui est de l'éducation thérapeutique pour les parents d'enfants de TSA. Donc tout ça, c'est des programmes qui se proposent aux parents et qui vont leur donner des outils pour avoir des interactions plus adaptées avec leurs enfants. Et donc, dans la même idée, vous avez la guidance parentale individuelle, où là, c'est pas un programme rigide avec des étapes qui sont toujours les mêmes, quelles que soient vos problématiques, mais qui répond aux mêmes objectifs, de vous donner des conseils, de vous soutenir, d'aborder des problématiques qui sont importantes pour le quotidien, les comportements problèmes, la régulation des émotions, la gestion du quotidien, les routines, les devoirs, les écrans. Donc ça s'applique à tous les enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental quelconque mais qui ont une particularité dans leur fonctionnement. C'est complémentaire au suivi proposé, donc c'est ce dont on avait parlé. Voilà en gros les thématiques moi que j'aborde hein, en guidance. Le trouble, expliquer le trouble, comprendre, etc. L'analyse des comportements, la gestion des crises, le temps de qualité. Va pas avoir le temps d'en parler, mais c'est le plus important, le temps de qualité. Passer du temps de qualité avec son enfant, retrouver des interactions positives, c'est l'objectif de ces accompagnements. Retrouver du plaisir à être avec son enfant qui a des problèmes de comportement et aménager l'environnement. Je vous mets juste un exemple.
juste des séances que j'ai fait avec des parents pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble, combien de temps ça dure. Donc, il y a une première séance qui figure pas, mais c'était l'analyse de la demande. Et en fonction des problèmes que les parents ont rencontrés, on a défini des thèmes de séance. Et donc, ça a duré sur 8 séances d'1 heure, espacées de 15 jours à 3 semaines pour avoir le temps de mettre en place les choses. Et donc, au début, on a fait de la psychoéducation sur les troubles que présentait leur enfant, Anatole. On a parlé de l'opposition, de l'analyse fonctionnelle, le modèle que je vous ai présenté. On a fait une séance sur l'identification des besoins, le moment spécial. On a mis en place tout un tas de supports pour les routines. Anatole n'était pas du tout autonome dans son quotidien, donc on l'a rendu autonome grâce à des outils de repérage, etc. On a mis en place un tableau à économie de jetons, de renforcement. On a parlé de la régulation des émotions, le fait d'ignorer, de renforcer les comportements. Voilà. Bon, je passe très vite, mais en gros, vous avez un visuel de les thèmes des séances, et ça, c'est en fonction des demandes des parents. Oui, évidemment, chaque déroulé est différent en fonction de la demande. Oui, mais et Et puis du coup, j'imagine que moi, pour un les séances, adolescent, les hmm, séances que je propose s'inspirent des programmes que je vous ai présentés, mais elles sont adaptées, façonnées aux demandes des parents. Voilà. Voilà. Bon, j'ai fini pas, ça m'a pas pris 40 minutes, mais j'ai fini avant qu'il en prenne non, mais plus. c'est pas grave. Donc, avant de passer aux questions, ce que je voudrais dire, c'est que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Inès Barré pour une déjà consultation, une première consultation, pour avoir peut-être des conseils et voir si vous continuez, sachez qu'un un programme de psychoéducation, 50 séances, hein, comme vous l'a dit Inès, c'est, je sais pas, en général, on est sur 10 séances, passées d'un certain mais c'est pas des programmes longs. Voilà. Ça, c'est important que vous le sachiez. Et pour prendre rendez-vous, il faut voir avec votre responsable d'agence qui vous proposera des rendez-vous. Inès fait tous ces rendez-vous en téléconsultation, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Alors, j'ai 8 questions en suspens, Inès, si tu veux bien, puis on essaye de finir. Alors, j'ai une question euh, beaucoup sur les ados. Si l'ado veut pas avoir de psy, pas d'ergo, il veut pas faire enfin bon, c'est pas de la psychoéducation, mais il veut pas prendre son traitement, visiblement, il veut pas aller chez le psychiatre. Que faire quand l'ado dit stop, ne veut plus voir de professionnel, Mm, quand il dit non à tout? mm. Euh, voilà. C'est Je le sais pas si propre tu as des de questions l'ado là-dessus. aussi, hein. Non, Comment? alors, non, non, je faisais une blague sur l'adolescence. Mais alors, il y a plusieurs choses. Déjà, est-ce que l'ado a compris? Euh, on néglige beaucoup la psychoéducation. Ça faisait pas partie quand même des accompagnements que de donner les informations dont on avait en notre possession en tant que professionnel, et encore moins aux enfants. Donc, déjà, est-ce qu'il a compris ce qui lui arrivait? Est-ce que euh, aujourd'hui, on prône vraiment l'autodétermination, mais pour faire preuve d'autodétermination, pour se prendre en main et pour accepter l'aide, il faut comprendre aussi ce qui se passe pour nous. Après, le fait de s'opposer en étant un adolescent, c'est un processus assez classique quand même, dans le sens où on devient un individu à part entière et on se détourne progressivement de nos parents et de leurs demandes. Donc, comme ça, c'est un peu compliqué de savoir est-ce que c'est qu'il n'a pas compris ce qui lui arrivait, donc il peut pas saisir les aides. Est-ce que c'est qu'il se défend aussi de ce qui se passe? Quand on nous donne des diagnostics, qu'on nous dit qu'on a un problème, hein, c'est clairement ça, c'est comme ça que c'est perçu hein, par les enfants et les ados. C'est violent. Mm. On peut avoir un besoin d'un temps de digestion, de processer un peu les infos pour pouvoir les accepter, et comme pour un deuil, et on passe par plusieurs étapes. Et quand on est ado, ben souvent c'est un peu plus violent que quand on est plus jeune, où on est plus malléable quand même. Après, l'opposition chez l'ado, ça se travaille différemment que chez l'enfant. Ouais, c'est ça. Hein. Il faut collaborer avec lui, on ne peut pas imposer. Mm, mm. Jusqu'à 12 ans, et c'est pour ça que les programmes que je vous ai présentés, c'est jusqu'à 12 ans en général, parce que jusqu'à 12 ans, on impose,
on fléchit pas, on est ferme mais bienveillant, mais on est ferme et l'enfant, il adhère au bout d'un moment. On y va un peu en force. Avec un ado, on peut pas le faire, ça va juste aller à la confrontation encore plus. Il faut rétablir une communication avec son ado, instaurer des temps d'échange, de collaboration, euh, voir, nous, dire à notre ado, bah, moi, j'aimerais que tu fasses ci, ça, mais toi, t'en es où? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? C'est quoi le compromis, etc. Bon, il faut travailler surtout la communication. Et pour les traitements, bah, les tableaux à économie de jetons, ça marche pas chez les ados. Mais par contre, argent de poche. Tu as 10 centimes à chaque fois que tu prends un cachet. Ça marche. Il y a des parents, ils ont vraiment du mal à instaurer des choses comme ça, mais ça fonctionne. Après, il faut pas le faire de manière isolée, hein. Si c'est juste ça que vous mettez en place, mais que vous passez pas du bon temps avec votre ado, que vous communiquez pas avec lui, que c'est compliqué, il faut que ce soit fait dans une démarche un peu globale, hein. C'est Voilà. dommage que tu aies pas eu le temps de parler du moment spécial. Hmm, Mais oui, si les parents ont un peu de temps pour aller voir sur Internet qu'est-ce que c'est le moment spécial, ouais, c'est vrai que on s'en rend pas compte, mais parfois les enfants ont envie de faire avec nous, parents, des choses qu'on trouve complètement presque voilà. idiotes. Et pourtant, c'est ça qui leur fait plaisir. Donc, il faut pas hésiter en tant que parent Ouais. à faire des choses parfois. Ouais, le jeu, c'est la seule interaction qu'on a avec son enfant dans laquelle on répond totalement à ses besoins sans les contraintes du quotidien, quand on accepte de faire le jeu qu'il veut faire. Et ça renforce la relation de manière considérable. Et on ne peut pas mettre en place tout ce que je vous ai présenté si on passe pas du bon temps avec son enfant. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment l'indispensable. Et c'est abordé dans tous les programmes et dans tous les accompagnements. Alors, juste, alors là, c'est très. Pour revenir à une question du début, le programme Barclay pour le suivre n'est pas préconisé pour le top, selon ma formatrice. Inès semblait avoir une approche différente. Inès, proposes-tu ou recommandes-tu le programme Barclay pour un enfant qui a un trouble oppositionnel avec Alors, provocation? le programme Barclay est fait pour les enfants qui ont des troubles oppositionnels. En fait, le Barclay, il a été développé pour ça. Les enfants défiants, selon le terme anglais, Barclay a développé ce programme pour ça. Barclay, qui est un psychologue américain. Euh, le point d'appel, c'est ça, mais maintenant, il y a eu des adaptations de ce programme. Donc maintenant, c'est trouble oppositionnel chez les enfants avec un TDAH. Mais de prime intention, en tout cas, le Barclay, c'est le trouble oppositionnel. Alors, peut-être qu'elle parle plutôt de troubles des conduites, parce que c'est deux troubles qui sont Et très quoi similaires. Les troubles des conduites, c'est des enfants défiants, mais qui ont une problématique plus antisociale, qui détruisent des choses, qui mettent le feu, qui ont des problèmes de comportement assez lourds, assez durs. Et sur ces enfants-là, par contre, ou les enfants tyrans, ça ne fonctionne pas le Barclay. Donc c'est la subtilité. Alors je ne sais pas si c'était ça que cette dame voulait dire, mais en tout cas, vérifiez bien. Vous allez voir sur Internet toutes les sources que vous trouverez pour le programme Barclay, c'est adapté au top. Trouble avec opposition et provocation. Alors, juste, on a beaucoup de questions, Inès. On se donne encore les 5 minutes. Premier signe d'amélioration à féliciter pour un ado de 15 ans. Je sais Bien pas si sûr. Alors, faut faire attention aux félicitations chez les ados. j'aime pas Parce que ça. souvent, ils peuvent penser que vous vous moquez un peu d'eux, hein. Donc, faut que ce soit des félicitations sincères et parler le langage qui leur parle. Il y a des ados, ça va juste être un check ou un clin d'œil, plutôt que «Ah, super, mon chéri, je suis tellement fière de toi». Non, non, là, faut faire attention à la forme chez l'ado, mais bien entendu que valoriser, renforcer, dire à quel point ça nous fait plaisir, c'est ça Hmm, qui est hyper hmm. important, hein. Euh, tac, tac, tac. Alors ça c'est bon. Que pensez-vous de la psychomotricité pour le TDAH et l'Asperger, ou ça n'a pas trop à voir avec le thème? Alors on parle de l'application Lusha qui permet à l'enfant et aux parents de travailler la gestion des émotions. Est-ce que tu connais J'avoue que je ne connais pas. LUSHA?
J'avoue que je ne connais pas du tout. De toute Mm. façon, il existe mille choses. J'ai envie de vous dire, ce qui fonctionne, c'est ce qui vous convient. Mm. Si c'est des outils qui vous parlent et que vous voyez que ça permet à votre enfant de réguler ses émotions, bah super, continuez. En fait, on va pas vous donner des choses rigides, il faut faire comme ça ou il faut faire avec cet outil. Tout est adaptation. Et encore une fois, si vous, en tant que parent, vous êtes à l'aise avec ça, si votre enfant, il adhère à ça, c'est comme des parents qui veulent absolument faire de la méditation à leurs enfants, mais il y a des enfants, ils détestent la méditation et c'est OK. Réguler ses émotions, ça passe par mille choses. Le plus important, c'est de trouver la chose qui fonctionne. Fonctionne, c'est-à-dire on diminue l'intensité des émotions, on diminue la fréquence des crises. C'est comme ça que ça fonctionne. Mm. Il faut être vigilant à ça. Payer, alors tu disais de payer un ado, payer l'ado pour qu'il prenne Oui, son traitement. oui, oui. D'accord, ok. Oui. Oui, oui. Bon, d'accord. Ben, on vous paye bien pour aller au travail. Un ado qui n'a pas conscience de comment il fonctionne, qui n'a pas bénéficié de psychoéducation, qui n'est pas suivi par des professionnels avec qui il a une bonne alliance thérapeutique, ne va pas prendre son traitement. Surtout si en plus ce traitement a des effets secondaires néfastes. Vous, alors un ado, c'est un adulte, hein, vous ne prendriez pas une molécule si vous ne saviez pas à quel point elle pouvait vous faire du bien, et surtout si en plus vous aviez des problèmes d'appétit, que vous sentiez plus déprimé en le prenant, vous allez arrêter, et c'est normal. Par contre, si on vous donne une motivation financière ou autre, quelque chose qui vous parle, un ado, il a besoin d'argent de poche, hein, clairement, euh, ben vous allez prendre le traitement. Il faut un renforçateur plus puissant que lui, sa propre capacité à s'autoréguler, à se raisonner sur ces sujets. C'est pas facile à 13 ans, 14 ans, 15 ans de prendre un médicament tous les jours pour un diagnostic qu'on n'a certainement pas accepté ou qu'on comprend pas, ou aussi si on a envie d'embêter ses parents parce qu'on voit que c'est très important pour eux qu'on prenne le médicament, mais nous, on s'en fiche complètement de prendre ce médicament, bah, il faut lui donner de la motivation. Mm. Donc oui, on peut payer les ados pour qu'ils prennent leur D'accord. traitement si vous êtes Et on va pas convaincu que c'est la payer, hein. meilleure chose pour lui. Ouais. Et alors, cette maman toujours dit que vraiment la récompense qui fonctionne le mieux avec son enfant, c'est le temps d'écran. Et comme Mm. tu dis, les écrans, Alors moi, je diabolise pas du tout les écrans. J'adore les écrans et il faut vivre avec son temps. C'est juste le moment où on le choisit. d'accord. Les écrans, c'est jamais avant quelque chose de contraignant. C'est jamais avant de dormir. C'est jamais. Alors, encore une fois, voilà, ça dépend de plein de situations, mais si la récompense la plus puissante, c'est les écrans, bah, il a du temps d'écran à chaque fois qu'il fait quelque chose qui est ciblé dans les objectifs que vous se serez fixés. Mais par contre, voilà, au moment où c'est adapté. Donc ça, faut le définir aussi. Tu as du temps d'écran illimité le samedi, je sais pas, ça dépend si c'est un ado ou pas, ou que sur ces plages horaires-là, faut quand même structurer. Mais bien sûr, temps d'écran s'il faut. Alors, nous avons énormément de questions, mais malheureusement, on va pas pouvoir. J'ai encore 11 questions en suspens, Inès. On va pas pouvoir y répondre. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est à renvoyer un mail à contact, enfin le mail que vous avez reçu Oui, pour je peux vous. répondre par écrit hein, aussi. Exactement. Et Inès vous répondra par mail. Et ensuite, vraiment, si vous voulez approfondir, il faut prendre rendez-vous avec elle. C'est, j'ai un trou de mémoire, 85 € la séance d'une heure. Et nous, on peut vous faire bénéficier de l'avance immédiate URSSAF, ce qui fait moitié moins pour une heure. Et encore une fois, ce sera maximum 10 séances. Donc, ça peut vous faire un budget, on va dire, sur la totalité de 300, 370. Mais je vous invite vraiment, pour avoir fait moi-même appel au service d'Inès pour un de mes enfants il y a plusieurs années, vous certifier que c'est une grande aide pour le parent et pour l'enfant. Je suis désolée, je ne peux pas, là, les questions arrivent, je ne peux, je pense que Je c'est répondrai par écrit, je prendrai le temps de voilà, répondre. et voilà, c'est merci beaucoup. Juste pour Inès, pour te féliciter, il y a une maman qui nous a dit qu'elle cherchait depuis longtemps un bon ou une bonne thérapeute et que tu l'as persuadée que tu étais quelqu'un de très professionnel et qu'elle allait certainement faire appel à toi. Voilà. Merci pour ce renforcement positif. Voilà. Exactement, j'ai bien appris la leçon.
Voilà, budget correct. Oui, je suis désolée, trop de questions. Ça veut Oui. dire que c'était très très intéressant, Inès. Non, mais Vraiment, je j'ai prendrai le encore temps de appris. répondre à chacune des questions Oui, par écrit. vraiment. Faites-nous des mails, je transmets à Inès, elle vous répondra directement. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec elle, c'est vers votre responsable d'agence qu'il faut vous tourner et elle vous donnera le rendez-vous directement. Et c'est en visio, en téléconsultation, car Inès a la chance d'être à Bordeaux. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée et vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Au Bonne revoir. soirée.